automatique ni systématique. Cette semaine, on parle des antibiotiques. On fait des rimes, mais c'est un sujet ô combien sérieux. Ou comment, lorsqu'une arme thérapeutique devient inefficace, puisque des bactéries, elles, deviennent un peu trop rodées à ces armes thérapeutiques, lorsqu'on s'amuse à prendre des médicaments sans consultation, lorsqu'on s'amuse à prendre pour une infection bactérienne ce qui ne l'est pas. Comment faire la différence? Pourquoi est-il nécessaire d'aller voir son médecin avant d'aller chez son pharmacien pour acheter ses antibiotiques? Voilà une bonne raison pour suivre l'émission de Santé Mag de cette semaine. Et comme d'habitude, depuis le début de cette saison télévisuelle sur Canal Algérie et dans Santé Mag, on commence tout d'abord par des nouvelles fraîches qui nous viennent du monde de la recherche scientifique. Et c'est avec vous, Flabra. Bonsoir Reda. Bonjour Reda. Qu'avez-vous dans votre besace pour cette semaine? J'ai beaucoup d'informations. Alors d'abord avec les titres, le cœur des femmes est plus sensible au stress. Cancer du foie, 4 nouveaux gènes jugés coupables. Cancer du sein, la protéine CK2 responsable de sa progression. La propolis des abeilles contre le cancer de la prostate. Tuberculose vers un vaccin plus efficace que le BCG. Et enfin, tabac, un vaccin anti-nicotine pour arrêter de fumer en phase de test. Ces dames sont sensibles, on était au courant, mais leur cœur l'est également et un peu plus au stress par rapport au monsieur. Voilà. Alors que la fréquence des accidents cardiaques reste plus importante chez les hommes que chez les femmes, ces dernières ont plus de risques d'avoir des symptômes de malaise cardiaque après une forte émotion. Des chercheurs de la faculté de médecine de Pennsylvanie aux États-Unis ont découvert que le débit sanguin dans les artères coronaires augmente chez les hommes soumis à un stress, mais reste stable chez les femmes, ce qui pourrait expliquer la plus grande fragilité de leur cœur lors d'une émotion intense. Allez, on passe à la deuxième information et à ce jugement décrété par une étude pilote française. 4 nouveaux gènes jugés coupables pour ce qui est du cancer du foie. Voilà, des chercheurs français ont identifié 4 nouveaux gènes impliqués dans les cancers du foie. Ils n'avaient jamais été décrits dans les tumeurs hépatiques et présentent pourtant des altérations génétiques. Nommés ARID, LA, RPS, KA3, IRF2 et NFE212, ces gènes prendraient part à des processus importants qui conduisent à la naissance de tumeurs au niveau du foie. De nouvelles pistes sont à explorer pour utiliser dans le futur de nouveaux médicaments ciblant ces altérations génétiques et améliorer le traitement des patients en fonction des anomalies génomiques identifiées dans leur tumeur. Et on passe à la troisième information, une protéine ou une enzyme, la CK2, qui est responsable de la progression du cancer du sein. Voilà, des chercheurs de l'INSERM et des universitaires ont mis en évidence le rôle déterminant de la protéine CK2 dans la plasticité cellulaire épithéliale, notamment dans le cas de pathologies cancéreuses. En effet, une altération de l'activité de cette protéine implique des variations importantes dans la transformation des cellules épithéliales, des cellules cancéreuses plus mobiles à l'origine des métastases. Ces travaux révèlent donc un nouveau rôle pour cette protéine kinase multifonctionnelle dans la progression des tumeurs mammaires chez la femme. Les abeilles font beaucoup de bien, leur miel aussi, mais il y a également cette résine qu'elles produisent qui pourrait être utile dans la lutte contre le cancer de la prostate. Voilà, c'est la propolis, une substance résineuse récoltée par les abeilles butineuses, pourrait en effet soigner les humains si l'on croit les travaux des chercheurs de l'université de Chicago. Ce remède naturel, ancestral, dont on se servait contre les maux de gorge et autres problèmes orthorinolaryngologiques, pourrait bloquer la croissance des tumeurs prostatiques. Dans une étude, les scientifiques se sont surtout focalisés sur l'un des composés de cette propolis appelé phénéthylester d'acide caféique CAPE. Cette molécule était plus ou moins connue pour posséder des propriétés anticancérigènes. Ses effets au niveau cellulaire restent cependant flous, mais tout cela commence à se préciser. Allez, on parle de BCG ou de tuberculose, si vous préférez, un vaccin qui serait plus efficace que le BCG est à venir, annonce-t-on. Voilà, des équipes de chercheurs de l'Institut Pasteur, en collaboration avec une équipe de Pise, viennent de déterminer le rôle essentiel de certaines protéines dans la virulence de la mycobactérie responsable de la tuberculose. Ils ont réussi à créer une souche atténuée de cette mycobactérie qui offre chez la souris une protection plus importante contre la
la tuberculose que le BCG. Ces découvertes représentent une avancée majeure pour les recherches visant à développer un vaccin plus efficace contre cette maladie. L'application à l'homme n'est pas prévue pour tout de suite, mais les travaux sont en cours. Et on finit avec cette autre maladie, le tabagisme, puisque c'en est une addiction, et bien une solution qui pourrait être beaucoup plus efficace que la fameuse cigarette électronique, puisqu'on parle d'un vaccin contre la nicotine. Voilà, et c'est les Américains, c'est un laboratoire américain situé à Boston aux États-Unis, qui viennent de développer un vaccin nommé SEL 068, qui cible la nicotine à l'aide de nanoparticules de synthèse en cours d'essai clinique chez l'homme. Jamais auparavant un tel produit conçu avec des antigènes entièrement artificiels n'avait été testé sur l'espèce humaine. Le procédé mis au point par des chercheurs de l'université de Harvard avec ceux de Massachusetts fait appel à des particules invisibles à l'œil nu injectées dans le corps du patient. Elles ont été créées de manière à simuler une réponse du système immunitaire de l'organisme contre la molécule de nicotine. Cela passe par l'intermédiaire d'anticorps, des molécules capables de reconnaître et de se lier spécifiquement avec des nanoparticules et donc avec la nicotine. Et c'était la dernière information. Merci à vous, Flabraz. On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Oui. Et quant à vous, très chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous dans un instant avec les invités de la semaine pour parler des antibiotiques, mais également de la résistance aux antibiotiques et comment bien utiliser ces antibiotiques. À tout de suite. Et comme le sujet de la semaine est suffisamment important et suffisamment intéressant et ô combien sensible, deux invités avec nous. Tout d'abord une microbiologiste en votre personne, professeur Nadjia Ramdani Bouguessa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous nous venez du service de microbiologie de l'hôpital Mustapha Bacha, le centre hospitalier universitaire d'Alger. Avec nous également un pédiatre en votre personne, professeur Jean-Paul Grangot. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir et un honneur de vous recevoir, madame, monsieur, sur le plateau de Santé Mag. Pourquoi un pédiatre pour parler d'antibiothérapie et de résistance? Eh bien, on le comprend aisément puisque la pédiatrie est l'une des disciplines les plus consommatrices en antibiotiques, n'est-ce pas, professeur? Tout à fait. C'est vrai que c'est disons que dès que vous regardez une ordonnance avec une prescription, dans énormément de cas, il est bien rare de ne pas trouver un antibiotique. Oui. Et donc tout le problème, effectivement, c'est de voir si ces antibiotiques sont utilisés à bon escient. Oui. Quant à vous, professeur Nadjia Ramdani Bouguessa, j'allais dire, les bactéries, les antibiotiques, c'est réellement l'essentiel de votre spécialité, ou la microbiologie. Oui, effectivement. Nous constatons tous les jours, dans la pratique quotidienne, des bactéries qui étaient initialement sensibles et qui deviennent de plus en plus résistantes. Donc, je pense que de par le monde, ça pose un véritable problème de santé publique. Un véritable problème de santé publique. Avant de revenir sur les résistances aux antibiotiques, je vous propose de suivre ce premier sujet, signé Mounana Al-Hamoudi, qui revient un peu sur l'historique et une petite présentation de qu'est-ce que les antibiotiques. La découverte des antibiotiques a révolutionné la médecine, donnant aux médecins un outil pour sauver la vie de millions de personnes atteintes de maladies infectieuses. À partir de 1945, s'est répandu l'usage des antibiotiques, mais les recherches avaient commencé bien avant. Dès le XVIIe siècle, un savant affirme avoir observé au microscope de minuscules êtres grouillant dans une goutte de sang. Et c'est Louis Pasteur qui, un siècle plus tard, et grâce à ses expériences, a ouvert la voie à l'hygiène, à la désinfection et la stérilisation. Mais il a fallu attendre 1928 pour que le biologiste Alexandre Fleming redécouvre les effets antibiotiques de la pénicilline. Il faut savoir qu'il existe de très nombreuses bactéries, sensibles à différentes catégories d'antibiotiques. C'est des familles d'antibiotiques. Il y a les macrolides, il y a les bêta-lactamines, il y a les céphalosporines, il y a les quinolones, il y a les sulfamides généralement. Bon, sans citer les noms commerciaux, donc c'est des familles d'antibiotiques. Et chaque antibiotique a son propre tropisme. C'est quoi son propre tropisme? Il agit sur certains organes. Donc, pourquoi? Parce que les différents microbes, les différentes bactéries ne sont pas les mêmes. Que ce soit au niveau de la sphère ORL, au niveau de la peau, au niveau du type digestif ou au niveau, par exemple, de l'appareil urinaire. Donc, en fonction de l'organe atteint, en fonction de la bactérie féconde, on donne un antibiotique qu'il faut. Les antibiotiques agissent de manière ciblée selon deux mécanismes d'action.
il agit par deux méthodes. Soit il y a des bactéricides, bactérostatiques. Donc il agit, ça dépend de l'efficacité de l'antibiotique et le mode d'action, parce qu'on sait qu'une bactérie est constituée de plusieurs éléments. Elle est constituée de la membrane, de l'ADN qui est à l'intérieur, des chromosomes. Donc chaque antibiotique ou chaque molécule a sa propre action pour détruire ou bloquer la croissance des microbes, comme on l'a dit tout à l'heure. En plus, les antibiotiques actuellement, surtout les récents antibiotiques découverts, agissent sur différents germes, et chaque famille d'antibiotiques a une action sur telle ou telle bactérie. Outre les antibiotiques de synthèse modernes, rappelons l'existence d'antibiotiques naturels, dont l'efficacité est connue du monde scientifique et médical. Le miel, par exemple, a une action antiseptique utile pour aider à guérir d'une infection de la peau ou d'une plaie. L'huile essentielle de basilic mérite aussi le nom d'antibiotique naturel contre l'otite aiguë. Cependant, il serait hasardeux d'employer l'une ou l'autre de ces substances, en tout cas sans un minimum d'encadrement médical, pharmaceutique ou herboriste. Un usage inapproprié des antibiotiques, comme c'est le cas lorsqu'on en exagère la dose par exemple, ou si la durée de traitement n'est pas respectée, s'avère à la fois nuisible pour la personne, mais aussi pour l'antibiotique, qui devient parfois impuissant face à la bactérie devenue résistante. Il faut respecter la prescription du médecin. Quand on donne un antibiotique et le médecin connaît la dose qu'il faut donner en fonction de germes ciblés et en fonction de l'infection, si on prend l'exemple d'une angine bactérienne qui nécessite un antibiotique, c'est chez un enfant qui pèse 15 kg par exemple, si on donne 50 mg par kilo, on choisit un antibiotique, c'est une cuillère mesure 3 fois par jour. Pendant 8 jours. La maman doit donner les 3 cuillères par jour pendant 8 jours. Même si les symptômes disparaissent après 48 voire 62 heures de traitement. On ne dit pas que notre enfant est guéri, j'arrête l'antibiotique. On arrête le traitement, on risque de développer des résistances chez l'enfant. Donc la prochaine fois, s'il fait la même infection avec le même germe, si on lui donne le même antibiotique, il ne va pas faire son effet. Et c'est ça tout le problème de la résistance aux antibiotiques. Alors tout d'abord, professeur Nadjia Ramdani Boukhissa, on aura remarqué que lors de toute la durée du sujet, on n'a parlé que des bactéries. On n'a pas parlé des virus, on n'a pas parlé des parasites, on n'a parlé que des bactéries. Oui, effectivement, on parle des bactéries parce que l'antibiotique est dirigé contre les bactéries, contre l'infection bactérienne. L'infection peut être due à des virus le plus souvent et l'antibiotique n'est pas actif, comme le virus de la grippe. On ne doit pas traiter par des antibiotiques. Donc, en fait, toute la problématique est là. Le médecin devrait pouvoir distinguer, parce qu'il y a des signes cliniques qui orientent vers l'infection bactérienne et d'autres qui orientent vers l'infection virale. Donc, parfois, le médecin, ne sachant pas très bien faire peut-être un diagnostic ou sous la pression des parents, donne des antibiotiques à une infection virale et c'est de là où est toute la problématique. Donc en fait, on est un peu dans cette bonne vieille tradition qui veut qu'un médecin qui ne vous donne pas d'injection, à une certaine époque c'était ça, hein, un médecin qui ne donne pas d'injection n'est pas un bon médecin, professeur. C'est sûr que quelquefois il peut y avoir une demande de la famille de faire ça. Mais en même temps, je pense que ce dont il faut bien être conscient, c'est que précisément que quelque part l'organisme est aussi protégé par d'autres bactéries. Qui, par exemple, dans la gorge, vous n'avez pas seulement des pathogènes, il y a aussi des bactéries qui sont là et qui vont empêcher le développement des germes qui sont dangereux. Oui. Alors, si vous donnez, dans une infection virale, si vous donnez un antibiotique, vous risquez de sélectionner des germes qui, eux, vont devenir pathogènes et vont envahir l'organisme. C'est aussi un argument pour dire qu'il ne faut pas donner un antibiotique que si on n'est pas sûr qu'on doit attaquer une bactérie et qu'à la limite, on connaît cette bactérie. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que dans le corps humain, il y a déjà des bactéries qui vivent, j'allais dire, en bonne intelligence avec nous, hein, les humains que nous sommes, qui sont nécessaires à l'équilibre physiologique de ce corps, et qu'à la limite, si on traitait par des antibiotiques une infection qui, elle, n'est pas bactérienne, on va surentraîner ces bactéries. Déstabiliser complètement la flore qui se trouve là. D'accord. Que ce soit au niveau de l'intestin ou que ce soit au niveau de la gorge, c'est pareil, et effectivement, c'est très souvent comme ça qu'on peut avoir
justement un germe qui va être sélectionné, qui en plus va acquérir souvent une résistance en plus, et donc qui va être extrêmement dangereux pour l'organisme. Un super germe, en fait. Voilà. C'est une espèce d'entraînement pour super germe, professeur. Oui, en fait, les bactéries s'adaptent très bien, comme l'a dit le professeur Gango, aux conditions qu'elles subissent. C'est-à-dire que si elles sont, il n'y a pas de pression de sélection par un traitement antibiotique non adéquat, non adapté, pas nécessaire, etc., elles peuvent survivre, elles sont à l'état, ça profite, elles protègent l'organisme. C'est ça qu'il faut savoir, notamment chez l'enfant, puisqu'on parle de... Le meilleur exemple, c'est l'infection respiratoire. Vous avez donc toute une flore dans le nasopharynx qui, le plus souvent, est bénigne. Elle nous protège, elle protège l'enfant contre d'autres infections. Le fait que, par exemple, l'enfant fasse beaucoup d'infections respiratoires, c'est lié à son système immunitaire, c'est l'effet d'entraînement, à fabriquer son propre, à rendre mature son système immunitaire. Le fait qu'il fasse beaucoup d'infections respiratoires est, entre guillemets, normal, entre 0 et 2 ans. Ces infections sont 70% d'origine virale. Et donc, si on donne donc un antibiotique, qu'est-ce qui va s'opérer ? Les bactéries qui sont quand même existantes dans la flore, elles vont, pour survivre, elles vont fabriquer des mécanismes, si vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que les bactéries échangent des gènes entre elles. Et donc, c'est la bactérie voisine qui est là son problème, elle lui passe son germe de résistance. Et ça fabrique des superbactéries, comme vous dites. C'est l'un des mécanismes de résistance que l'on va aborder lors du deuxième sujet que l'on vous propose pour cette semaine. Alors, dans ce sujet, il a été dit, par exemple, qu'il y avait des produits naturels qui étaient des antibiotiques, dits des antibiotiques naturels. Est-ce vrai ou pas ? Et là, je m'adresse à la microbiologiste que vous êtes. Bon, en fait, les antibiotiques, dans leur synthèse, ils partent à partir de produits naturels au départ. Maintenant, on en a de plus en plus synthétiques parce que l'industrie pharmaceutique s'est développée. Mais ces antibiotiques naturels, j'allais dire, n'existent presque plus sur le marché puisque maintenant, on fabrique de plus en plus de manière synthétique. Il est vrai que certaines plantes ont des propriétés,